Salut à tous, comme vous le savez, j'ai créé un roman augmenté qui s'appelle Le Médaillon d'Orion. Le Médaillon d'Orion quoi. Mais bon, un tel projet, ça s'improvise pas, il faut tout un tas de personnes qui rejoignent l'équipe. Donc voilà, il y a évidemment moi-même, mais il y a aussi Pat qui fait la musique, Adé qui s'occupait des illustrations. Ces 2 interviews sont déjà présentes, vous pouvez aller les visionner. Et du coup, une 4e personne qui chapeaute le tout, c'est notre chef de projet pour du coup organiser, planifier, s'occuper de tout ce qui se trouve en coulisses. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, on n'imagine pas tout ce qu'il est possible de faire et ce qui est nécessaire à faire pour qu'un tel projet voit le jour. Et c'est pour ça que justement, c'était intéressant que vous puissiez voir l'interview qui va suivre et en apprendre un peu plus. Alors, elle s'appelle elle aussi Adélaïde. Voilà, comme l'illustratrice, je sais, c'est totalement improbable. Nous-mêmes, on n'y croyait pas. Et du coup, elle va vous expliquer tout ça. Et donc, sur ce, bonne vidéo. Et bienvenue dans cette interview exclusive de Adélaïde. Salut Adé. Salut. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Eh ben écoute, ça va, ça fait plaisir. On se retrouve suite à notre précédente interview. Alors du coup, on finit par toi pour les interviews. C'est la dernière de cette chaîne. Ah oui, mais c'est pas la dernière vidéo de la chaîne. Non, c'est la dernière interview. Ok. Voilà, on finit par toi. Alors du coup, c'est quoi le crowdfunding ? Le crowdfunding, c'est le financement par la foule. Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais globalement, c'est un porteur de projet, une porteuse de projet qui va aller voir sa communauté ou la communauté qu'elle va créer pour lui proposer un objet ou alors un projet et demander du soutien financier. Ok. Donc, comme je disais, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être vraiment juste un appel aux dons. Donc là, on est dans l'appel à la générosité, à la solidarité des gens. Ça va être pour des projets à portée humanitaire, par exemple, où là, il n'y a pas un système de contrepartie ni rien. On demande juste aux gens de soutenir un projet au sens large. Ou alors, on est sur un système de précommande. À ce moment-là, la personne qui porte le projet, elle a un objet à vendre, par exemple, et elle veut voir un petit peu si cet objet à vendre va plaire aux gens. Et donc, elle fait ce système de précommande. Et dans ce cas-là, il y a souvent des contreparties qui sont également présentes sur la page que les gens peuvent commander en plus de l'objet principal. Très bien. Et du coup, il existe plusieurs types de financement participatif ou pas ? Et du coup, il y a vraiment ces 2-là qui se distinguent. Ok. Il y a certaines plateformes qui proposent qu'un type de financement participatif, celui avec les contreparties, justement, ou les systèmes de précommande, où on va chercher, par exemple, soit un nombre de commandes d'objets. Par exemple, si j'ai designé un pantalon un peu différent, un jean, j'en sais rien, je peux le mettre en précommande et du coup, on va avoir un objectif de commande faite, je sais pas, 100 précommandes, par exemple. Ok. Ou alors, on cherche un objectif financier. Et là, ça peut être de la précommande comme le pantalon, sauf que à côté du pantalon, je vends par exemple en contrepartie plus goodies sur le côté, des petits t-shirts ou alors des pins ou des choses comme ça en plus pour générer un peu l'intérêt. Ouais. Et il y a d'un autre côté, comme je te disais tout à l'heure, plutôt le financement vraiment sur la base de dons, de solidarité. Il y a des plateformes qui sont vraiment spécialisées là-dedans, comme GoFundMe par exemple, c'est une grosse plateforme internationale. Là, tu vas avoir typiquement, on voit une personne qui a, je sais pas, un enfant malade et qui peut pas, ça se voit beaucoup aux États-Unis, qui peut pas payer son traitement. Cette personne va faire appel à la solidarité des gens, ça marche énormément. Et du coup, grâce à ça, les gens peuvent s'en sortir ou alors financer un projet, type humanitaire. Ok. Et ce qui définit ça, c'est la nature de ton projet, du coup ? Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à vendre ou est-ce que tu as besoin d'aide, toi, pour payer quelque chose ? Et alors, du coup, c'est quoi les compétences requises pour être chargé de campagne, pour faire du crowdfunding ? C'est quoi tes compétences, par exemple ? Alors déjà, une des compétences principales auxquelles on ne pense pas forcément, c'est le fait d'avoir beaucoup de confiance et d'enthousiasme pour le projet. Ouais. Pour le projet en général et pour la campagne, comment ça va se passer, etc. Parce que... quand c'est toi qui es chargé de l'organisation de toute la campagne en amont, tu dois te projeter, imaginer comment ça va se passer, les réactions des gens. Et pendant la campagne, ça dure quand même en moyenne de 30 à 60 jours. C'est long. Il y a des moments de creux où il ne se passe pas grand-chose. Il y a des moments où le reste de l'équipe est démotivé. Il y a des moments où toi, tu es démotivé. Ça demande d'être capable d'aller chercher
cet état d'esprit positif, même si ça va pas être le cas forcément tout le temps, mais il faut de manière générale être quelqu'un d'enthousiaste. Pour les projets comme ça où il y a beaucoup d'incertitudes, il faut avoir confiance dedans, te dire que c'est sûr que ça va marcher. Ouais. Okay. Ensuite de ça, il faut être à l'aise en communication en général. Il faut être prête à se dire qu'on va communiquer sans arrêt avec plein de personnes différentes. Il y a beaucoup de parties prenantes dans les projets comme ça. Et donc, tu es constamment en train d'échanger avec tout le monde. Toi, quand tu es chargé de projet, tu es plus dans le côté chef d'orchestre où c'est pas toi qui es spécialiste. Tu n'es pas experte de tous les domaines, on va dire, mis en jeu dans le projet. Mais par contre, c'est à toi de faire en sorte que tout fonctionne correctement. Donc, tu es toujours en train de faire des allers-retours de discussion avec tout le monde pour vérifier que tout se passe bien, qu'on est dans les temps, que s'il y a des choses à revoir, à changer, s'il faut s'adapter, et ben c'est ton rôle à toi d'aller gérer ça. Donc il faut être à l'aise avec le fait de constamment parler tout le temps avec plein de gens, à plein de niveaux différents aussi. Il y a tes collègues, il y a ta hiérarchie, il y a les prestats externes, les personnes que tu connais pas, que tu dois aller démarcher pour trouver quelle sera la personne qui va pouvoir travailler avec toi, les différents fournisseurs, ceux qui vont produire tes contreparties, ton produit. Donc la communication. Et du coup, un peu dans cette même veine, comme je te parlais d'être un peu chef d'orchestre, il faut être capable d'avoir cette vision un peu d'ensemble, de vision globale. Il faut bien se rappeler qu'on n'est pas, comme je te disais, une experte, un spécialiste d'un domaine précis, mais qu'on doit prendre un pas de recul et essayer de voir si, au sens large, tout va dans la même direction, tout fonctionne correctement. Est-ce que les deadlines vont être respectées? Est-ce que toutes les personnes qui travaillent sur un aspect du projet vont arriver à terminer ensemble au bon moment? Qui a besoin de quoi, comment? Il faut avoir cette vue d'ensemble, ce recul. Et du coup, plus concrètement, c'est quoi ton quotidien, ton travail au quotidien en fait? Avec tout ce que tu viens de dire, plus concrètement, ça va donner quoi? Alors ça dépend. Il y a 3 phases dans la campagne. Il y a évidemment la préparation en amont, qui prend au moins 2 mois pour une campagne de cette envergure, celle qu'on a menée en tout cas. Là, il y a beaucoup de travail de recherche au début par rapport aux produits qu'on cherche à vendre. On regarde ce qui a déjà été fait, on regarde un petit peu comment fonctionnent les campagnes sur les différentes plateformes. Ensuite, on va rechercher... on va faire des choix au niveau des contreparties, donc on va se demander un petit peu ce qui pourrait plaire. On va essayer de définir différents packs avec différents budgets. Ensuite, il va falloir estimer les coûts et contacter tous les différents fournisseurs qui vont produire justement ces contreparties, produire l'objet aussi qu'on cherche à vendre et chercher les différents prestataires, donc ceux qui vont produire l'objet comme je te disais, mais aussi ceux qui vont nous aider à mettre en place tout ce qui est communication, graphisme, voilà. Il va y avoir la rédaction de tous les contenus pour la page projet qui sera sur la plateforme de financement et la rédaction en amont de pas mal de contenus de communication pour les réseaux sociaux, parce que ce qu'on veut éviter de voir, c'est le fait d'être en flux tendu pendant la campagne, d'avoir à tout rédiger, d'avoir à penser à tout au dernier moment. C'est bien d'avoir anticipé un petit peu sa stratégie de communication, d'avoir des contenus déjà pré-écrits pour pouvoir les poster quand il y a besoin de les poster. Quand on passe tel ou tel palier, si le contenu est déjà préécrit, c'est pratique parce qu'il y aura plein d'autres imprévus à gérer qu'on ne peut pas anticiper et ça nous laissera du temps pour justement gérer ça. Donc pendant la campagne, justement, c'est la gestion des imprévus, c'est la gestion du quotidien. Donc les questions de toutes les personnes qui ont contribué ou qui aimeraient contribuer, il y en a plein. Tous les commentaires qu'il y a sur la page Ulule, les gens qui ont acheté tel pack mais qui voulaient tel pack, qui ont fait un don libre alors qu'ils voulaient une contrepartie. Il faut gérer tout ça. Il faut réadapter s'il y a une erreur de parcours ou que finalement on n'a pas pris la bonne direction. Et il faut être capable d'aller discuter avec toutes les parties prenantes et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment, est-ce qu'on peut modifier ça ou ça, la date de publication de telle vidéo, de tel contenu, qu'est-ce qu'on change. Et après la campagne, il y a la production de tout, il y a le SAV toujours, toutes les personnes qui vont se rendre compte que finalement elles veulent plutôt ça et ça, est-ce qu'on peut rajouter ça et mon adresse a changé et machin. Et puis la production, en l'occurrence ici du roman, et de toutes les contreparties, la livraison, la coordination avec notre plateforme de logistique, l'organisation des événements aussi. Par exemple, les personnes qui ont pris le pack Kundar, qui est le pack le plus onéreux sur la campagne, ils ont accès à toute une après-midi de tournage dans nos locaux. Ils ont aussi une soirée ensuite avec plusieurs vidéastes qui vont venir. Il va falloir organiser tout ça. Il y a une soirée aussi d'expo avec les élus du projet. Il va falloir organiser tout ça. Donc il y a pas mal de travail après également.
Et dans le cadre du coup de cette campagne pour le médaillon d'Orion, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette campagne-là ? Moi, j'avais déjà fait un peu de crowdfunding, plutôt, comme on disait tout à l'heure, dans le domaine du don à un projet humanitaire, donc à beaucoup plus petite échelle. Mais j'avais déjà pu expérimenter avec le fait de fédérer une communauté, de parler avec passion d'un projet et de voir ensuite les conséquences, de voir comment ça pouvait avoir un impact beaucoup plus grand que soi. L'idée de travailler de toute façon sur un projet qui me dépasse moi, je trouve ça passionnant. Pour ce projet-là en particulier, je trouvais le concept hyper intéressant. J'aimais l'idée qu'on allait pouvoir toucher énormément de gens parce que Chris a une grande communauté. Donc j'avais hâte de voir un petit peu ce que ça allait donner. L'opportunité de travailler avec toi et avec Adé, des domaines que je connais pas du tout. Mais disons que le concept du roman augmenté m'intéressait. De toute façon, la manière dont Chris l'a présenté, j'avais trouvé ça très inspirant. Et du coup, voilà, de manière générale, l'opportunité de mener une campagne d'une grande ampleur, j'étais très intéressée par le challenge. Ok. Que ce soit pour Orion ou plus généralement, comment est-ce que tu mets en place les contreparties ? On se dit, voilà, on a un livre à vendre, à proposer et tout. Tout ce qui gravite autour de ça, qu'est-ce qui fait que tu te dis, ça c'est une bonne idée, ça va plaire, ça va dynamiser la campagne et tout ? Pour les contreparties, on se pose plusieurs questions. Pour le médaillon d'Orion en particulier, vu qu'on travaille pour la chaîne Poisson Fécond, on allait évidemment chercher les personnes qui regardent la chaîne, qui aiment son univers. Donc c'était important pour moi qu'il puisse y avoir des contreparties qui rappellent cet univers-là, qui font des petits clins d'œil à l'univers de Poisson Fécond. Donc on a le personnage de Gustave, mais on a aussi pas mal de contreparties qui sont liées à l'univers du roman, qui sont là en fait pour étendre l'univers de l'objet qu'on souhaite vendre. Il faut se poser la question, il faut se dire en fait, si moi j'avais l'objet, qu'est-ce que j'aimerais avoir en plus qui ferait que je pourrais encore prolonger mon expérience du roman encore plus loin. Ça peut passer par un autre média, ça peut être juste des éléments créatifs en plus. Là en l'occurrence, vu qu'on était sur du roman, il y avait beaucoup d'éléments papier qu'on pouvait proposer sans trop de risques entre guillemets, comme les ex-libris, mais vu qu'on avait une bande son, ça paraissait hyper indiqué de proposer un vinyle ou même une partition. On avait un objet totem avec le médaillon, du coup là pareil, c'était hyper cohérent de proposer le vrai médaillon. Et là nous, le parti pris qu'on a eu, c'était vraiment de proposer des objets quali. Ce que j'ai pu voir, moi j'ai contribué plutôt à pas mal de campagnes et j'en ai suivi d'autres. Souvent on voit quand même des goodies proposés qui sont un peu simplistes, qu'on trouve sympa sur le coup parce que justement on a cet attachement émotionnel à l'univers du créateur ou de la créatrice. On se dit c'est bien, on le reçoit et on se dit c'est cool, et souvent ça finit dans un tiroir, voire à la poubelle quelques mois après quand on s'est dit je l'ai acheté mais je vais quand même le jeter. Et on n'avait pas envie que ce soit ça. On voulait que les gens reçoivent leur contrepartie et se disent, n'aient pas d'une à en rougir en se disant mais c'est un peu un objet de fan, finalement c'est pas, je mettrais pas ce poster dans mon salon ou je porterais pas ce bijou. Non, au contraire, on voulait que ce soit des objets qui puissent vraiment plaire et qui finissent pas à la poubelle quand les gens les reçoivent. Si par exemple, moi j'avais un produit à vendre que je voulais sortir sur le marché, comment est-ce que j'organise ça pour que ça soit en crowdfunding ? Alors il y a plusieurs, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étapes quand même à prendre en compte. La première, si t'es pas comme Poisson Fécond avec déjà une communauté, il va falloir que tu crées ta communauté autour de ce produit. Donc que tu aies une présence sur les réseaux classiques, mais aussi potentiellement des réseaux dédiés qui sont dans l'écosystème de ton produit. L'intérêt, c'est qu'au moment où tu lances ton projet, il y a déjà des gens qui en ont entendu parler. Et que ce soit pas au moment où il est lancé que les gens le découvrent, parce que le temps qu'ils le découvrent, qu'ils se disent peut-être, ok, c'est intéressant, oui d'accord, et la campagne est déjà finie, tu vois. Et il faut commencer ça en amont. Ensuite de ça, si c'est un objet à vendre, il va falloir te poser la question des contreparties. Après, ça va être selon ton budget, justement. Tu peux établir déjà le budget que tu as potentiellement. Quel objet tu peux proposer à vendre qui va te permettre de quand même rentrer dans tes coûts, qui ne sera pas trop cher à produire, pas trop cher à envoyer aussi, il faut y penser. Il va falloir penser à écrire tous tes contenus pour ta page projet. Donc avant ça, effectivement, il faut choisir
quelle plateforme de financement tu vas utiliser. Il y en a pas mal qui sont assez équivalentes. En France, on a 2 grosses plateformes. On a Ulule et KissKissBankBank qui sont françaises, mais il y en a plein d'autres. Rédiger tous les contenus de ta page projet et anticiper un petit peu tes publications sur les réseaux sociaux parce que justement, moi, l'erreur que j'avais faite quand j'ai fait mon premier financement participatif, on a tout fait en flux tendu. On n'avait aucune idée J'étais avec une équipe de 3 autres nanas et on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Et ce qui est super, c'est qu'on a fait toutes les erreurs possibles. C'est la meilleure façon d'apprendre. On a quand même atteint notre objectif, donc on était ravis, on a levé 6 000 €. Mais on était vraiment en flux tendu constamment. On devait écrire nos contenus le jour pour le jour, parler des news du projet, de voilà à quoi va servir le financement en plus de détails, faire des présentations des personnes qui participent au projet, tout ce qui pouvait être anticipé. On l'a pas anticipé, on a dû le gérer à la dernière minute, en plus des imprévus de la campagne. Et donc ça, c'est bien de l'anticiper. Et puis voilà, enfin oui, évidemment contacter aussi les personnes qui vont produire ton objet à vendre et tes contreparties. Et est-ce qu'il faut de l'argent pour du coup lancer une campagne quand on n'a pas de communauté ? Quand on n'a pas de communauté, ça dépend du temps que tu as. Si tu as du temps à consacrer à avoir une présence sur les réseaux, du coup prendre le temps de faire la veille, voir ce qui existe déjà dans l'écosystème du produit que tu veux vendre, commencer à créer des pages sur ton objet à vendre sur Facebook, sur Insta, sur d'autres réseaux et les animer encore et encore. Ça prend un petit peu de temps. Mais je pense que ça c'est faisable quand tu n'as pas tant de budget et que tu es tout seul. En revanche, effectivement, quand ensuite il faut créer tout ce qui est graphisme pour que ta page projet elle ait l'air jolie. Si tu as la chance d'être compétent ou compétente en graphisme, c'est top et tu peux faire toi-même tous tes visuels, mais c'est assez rare qu'on ait des compétences transversales dans pratiquement tous les domaines. Si tu peux te faire aider par quelqu'un, c'est quand même bien. C'est pas obligatoire. Nous, le projet que j'avais fait, nous on avait vraiment tout fait un petit peu en DIY et ça fonctionne quand même. Après, c'était un projet de petite envergure, c'était pour du don, donc on était sur un autre modèle aussi, on n'avait rien à vendre finalement. On faisait juste appel à la solidarité, donc là, on avait besoin d'avoir un domaine d'expertise, c'était dans la rédaction des contenus, il fallait bien expliquer les choses clairement, essayer de donner envie aux gens de contribuer sur ce projet-là, de leur montrer que ça allait pouvoir changer la vie de certaines personnes et là-dessus on a réussi. Mais effectivement, dès que c'est un projet un peu de grande ampleur, c'est quand même bien de se faire aider si c'est possible. Ok. Très bien. Et un peu à l'inverse, en quelque sorte, comment foirer sa campagne ? En vrai, il y a pas mal de choses que tu peux faire pour être sûr que ça marche pas. Vas-y, je t'écoute. Mais je t'en prie. Déjà, un peu comme je disais tout à l'heure, tu peux t'y prendre au dernier moment. Vraiment te dire que 15 jours, t'as pas besoin de t'y prendre 2 mois à l'avance, t'as finalement juste un texte à écrire pour ta page projet, et ma foi, ça ira bien. En fait non, évidemment, ça paraît pas. Quand on voit la page projet, on se dit il y a quelques visuels effectivement, mais c'est pas trop compliqué. En fait si tu veux avoir une vraie stratégie avec différents packs, différents budgets, avec plein de contreparties, il faut y penser à l'avance évidemment. Pour pas se mettre dedans et proposer une contrepartie qu'en fait ça nous coûtera trop cher à produire et finalement les sous qu'on aura récoltés on sera soit on sera vraiment à zéro, soit on sera même à perte parce qu'on s'est un peu trompé sur nos coûts. Tout ça faut l'anticiper, ça se fait pas en quelques semaines malheureusement, donc s'y prendre un peu au dernier moment, avoir un excès de confiance sur la réussite du projet, c'est vraiment une des meilleures manières de se casser la gueule parce que on est sûr que ça va marcher, du coup on n'a pas l'humilité de se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour donner envie aux gens de contribuer, que ce soit justement des tarifs un peu early bird pour les premières personnes qui contribuent, ou des cadeaux un petit peu pour dynamiser la campagne, pour donner envie aux gens de donner quand on est un peu dans le creux de la vague. Toutes ces petites stratégies, ou des posts même sur les réseaux sociaux, en fait toute la stratégie de communication, elle sous-entend qu'on est conscient qu'on a besoin de communiquer sur le projet, de donner envie, de faire du marketing pour donner envie aux gens de contribuer, que ça ne va pas se faire tout seul, on ne va pas juste mettre la campagne en ligne et attendre. Mais malheureusement, beaucoup de projets, beaucoup de porteurs de projets, de porteuses de projets
font ça en fait, croient qu'il suffit de mettre leur page en ligne et d'attendre, de faire un petit message une première fois et que hop, ça va marcher. Ça peut être le cas pour des personnes très très suivies, ultra connues, mais l'immense majorité des gens, c'est pas le cas. Et donc, faut garder les pieds sur terre et avoir l'humilité de se dire que les gens ont une vie, ils n'ont pas le temps. Ils sont souvent intéressés par les projets qu'on leur propose, mais ils ont leur quotidien. Et le moment où ils vont entendre parler de notre projet, c'est rarement le moment où ils ont leur CB et ils sont tout prêts à se dire allez, je contribue. Non, il faudra leur en reparler encore et encore, en parler sur différents réseaux pour qu'ils aient un rappel encore une fois. C'est pas pour rien que c'est sur la dernière semaine que les dons bondissent et qu'on a la courbe qui remonte. C'est tous les gens qui pendant 6 semaines se sont dit ah ouais c'est sympa, faut que je m'en occupe et qui l'ont pas fait. Et là ils se disent ça y est c'est le dernier moment, j'ai pas le choix et ils passent à l'action. On a besoin des fois, pour les campagnes à plus petite échelle, d'envoyer, là t'envoies des mails aux gens, etc. D'envoyer 2 mails, 3 mails. Il faut passer au-delà justement de l'ego et de se dire, bon, ça fait chier, j'ai pas envie encore de quémander, entre guillemets. En fait, on ne quémande pas, c'est juste que les gens, ils sont ravis finalement qu'on leur rappelle qu'il y a ce projet-là qui les intéresse. Et pour finir en quelques mots, comment est-ce qu'on détermine qu'une campagne est réussie ? Est-ce que ça s'arrête juste à on a atteint l'objectif, ce qu'on a demandé aux gens, ou est-ce que ça va un peu plus loin ? Pour moi, il y a plusieurs, à titre personnel, il y a plusieurs paliers que j'avais en tête. Il y a évidemment le premier palier le plus important, c'est quand on passe le premier objectif. C'est-à-dire que là, on se dit, ça y est, le projet va exister, on va pouvoir récupérer les dons, les contributions. Donc, on va pouvoir, en l'occurrence, pour le roman, l'imprimer. Il va être produit, les gens vont le recevoir. Quand on commence à monter un petit peu dans les paliers et qu'on arrive à 200% de l'objectif, etc., et qu'on voit que la campagne prend quand même de l'ampleur, pour moi, c'est quand même assez important aussi. On voit qu'il y a de l'enthousiasme et les gens ne se sont pas arrêtés de donner dès le moment où on a passé le premier objectif. Au contraire, ça a généré plus d'enthousiasme. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on a quand même gagné notre pari. Les gens se sont dit, c'est pas parce que le projet va exister que du coup, je me dis c'est bon, j'ai fait ma part, je donne pas. Non, j'ai envie de contribuer encore plus pour qu'il aille encore plus loin. Et enfin, mais là, ce sera vraiment dans un second temps, pour moi, quand tout le monde aura reçu ses contreparties, ou quand j'aurai le livre entre les mains, moi, à titre personnel, je me dirais, ah, c'est bon, c'est vraiment super, mais c'est plutôt pour les gens qui ont contribué. Un an plus tard, un peu moins d'un an plus tard, au maximum, ils recevront tout. Et si en plus les retours sont positifs, pour moi, on aura tout gagné. Eh ben, merci beaucoup Adé, c'était Avec très plaisir. cool, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On se dit à très bientôt pour des vlogs sur cette chaîne. Bisous. Bisous. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette interview. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve pour une prochaine vidéo et sur ce, bisous la poiscaille.